Saakashvili arrive au deuxième tour avec, donc, non seulement il est d'extrême droite, mais en plus il est anti-européen. Il est anti-européen et il a une position où il faudrait peut-être qu'on sorte de l'autre aussi. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose, c'est qu'il a expulsé les sociodémocrates du deuxième tour. Parce que, peut-être qu'une, en fait, les sociodémocrates, en fait, c'est le parti du pouvoir en Roumanie. Et donc, ça avait fâché tout ce qui est l'État profond roumain. Un hold-up démocratique qui rappelle vraiment les pires heures de la dictature communiste en Roumanie, quoi. Une tentative d'assassinat contre Viktor Orban lors de sa visite officielle en Allemagne. Là, on voit un très net raidissement du système européen, voilà, qui est manifeste. Bonjour chers amis du Cercle Aristote, une belle année 2025 à vous, c'est en effet la première émission de 2025 que j'ai l'occasion de faire, et quel plaisir pour débuter cette année de retrouver l'ami Romain Bessonnet en direct depuis le sapin de Noël, où il est chez lui. Romain, bonsoir, belle année. Bonsoir, Romain. Merci, bonne année à tous. Romain, donc tu étais un peu c'est plein d'activités, on va dire, sous les radars, et tu nous reviens pour ce début d'année. Donc je précise pour les gens qui suivraient cette vidéo et qui la regarderaient, je ne sais pas, dans le courant du mois de janvier, que nous enregistrons le 2 janvier au soir. Donc comme ça, vous avez les informations. Donc le 2 janvier au soir, au cas où il se passe des trucs de fou dans cette région, puisqu'évidemment avec notre ami Romain, grand spécialiste des espaces post-soviétiques et de la Russie, bien entendu, nous allons parler de faire un bilan de l'année 2024. De ce qui s'est passé dans cette région, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, et l'actualité brûlante, cher Romain, bien entendu, c'est ce qui se passe en Géorgie. C'était le premier sujet que tu voulais évoquer avec nous. Alors, est-ce que tu peux nous faire, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement de la situation en Géorgie qui apparaît assez ubuesque? Est-ce que pour les gens qui ne connaîtraient pas tellement cette région du Caucase, frontalière, donc qui fait frontière avec la Fédération de Russie, c'est une géopolitique bien particulière, et donc que tu connais très bien. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire de la Géorgie? C'est très particulier en fait, parce que la Géorgie, tout d'abord, donc c'est un pays du Sud-Caucase qui a un contentieux territorial avec la Russie. Donc, c'est-à-dire, vous avez deux régions ex-autonomes soviétiques qui ont pris leur indépendance en 92 de la Géorgie parce qu'elles sont peuplées majoritairement de russophones. C'est l'Abkhazie. Donc, vous prenez la carte de la Géorgie, c'est en haut à gauche, et vous avez l'Ossétie du Sud, c'est en haut au centre. Donc, et ces deux régions donc sont russophones. Étaient russophones, elles avaient un statut d'autonomie à l'époque soviétique, et elles ont pris leur indépendance en 92. En 94, donc après une guerre civile, en 93-94, vous avez eu un accord de cessez-le-feu qui a donc installé des contingents de maintien de la paix russe à la frontière entre la Géorgie et ces deux régions. Et en 2008, Monsieur Saakashvili, donc dirigeant pro-occidental, dont il faut rappeler d'ailleurs que l'un de ces deux conseillers en communication était un certain Raphaël Glucksmann. Donc, Monsieur Saakashvili, qui avait multiplié par 50 le budget militaire de son pays, a voulu lancer une guerre. Il a tiré sur notamment le contingent russe de maintien de la paix qui était entre lui et les armées rebelles. Mal lui en a pris, étant donné que l'armée russe a déboulé au bout de 2 jours. Donc, l'action militaire géorgienne a débuté le 8 août 2008, 8-8-8, et les hostilités se sont terminées aux alentours du 20 août 2008, où les Russes étaient aux portes de Tbilissi, la capitale géorgienne, et Nicolas Sarkozy est arrivé sur son grand destrier blanc, parce que la France avait la présidence tournante de l'Union européenne à l'époque. La présidence tournante, d'ailleurs, le mot est bien trouvé. Il avait négocié un cessez-le-feu entre les Russes et les Géorgiens, et les Russes en fait s'étaient retirés des territoires géorgiens en dehors Abkhazie du Sud, avaient reconnu leur indépendance, et aujourd'hui ils ont 2 bases militaires dans chacun de ces 2 territoires. À la suite de cette guerre, les Géorgiens bien sûr
avaient coupé toute relation avec la Russie. Ils avaient donc les relations diplomatiques ont été rompues, donc en 2008. Les relations aériennes, donc plus de vols directs entre la Géorgie et la Russie, et les liens de chemin de fer, etc. Et les Russes devaient avoir des visas pour venir en Géorgie et inversement. Les Russes ont décidé de mettre des visas aux Géorgiens. Et bien sûr, toutes les liaisons économiques, il y avait un embargo en Géorgie sur les produits russes et un embargo russe sur les produits géorgiens. Donc, une situation complètement bloquée. Et Monsieur Saakachvili provoque un désastre sur l'économie de son pays. Vous avez une récession très importante en 2009, 2010, 2011, en 2009-2010. On a une récession, je crois, de plus de 30% de l'économie géorgienne qui s'effondre complètement. Parce que, contrairement à ce que font penser les pro-européens en Géorgie, il n'y a pas de place sur le marché européen pour le vin géorgien, pour l'eau minérale Borjomi et pour les fruits et légumes géorgiens. Voilà, c'est comme ça. Et le temps qu'ils arrivent en Europe, la géographie est ainsi faite que le temps que ça arrive en Europe, en général, les fruits sont plus très frais, et les produits géorgiens n'ont pas de réputation dans l'Union européenne. D'ailleurs, justement, Romain, ils ont sur le marché russe. D'ailleurs, question Romain, pour ceux qui ne connaîtraient pas, petit insert de ma part, quelles sont les bases, parce qu'on connaît assez peu ce pays assez enclavé dans le Caucase, c'est quoi les bases de l'économie géorgienne justement? Tu as évoqué les produits agricoles et autres, mais est-ce qu'il y a, c'est quoi les bases de l'économie géorgienne pour qu'on puisse comprendre quelles sont les difficultés principales? En fait, les trois grosses bases de l'économie géorgienne qui forment le budget géorgien, c'est les droits de transit. C'est-à-dire que, en fait, quand vous prenez une carte, la Géorgie, en fait, elle est entre la mer Noire et un émirat gorgé de pétrole qui est l'Azerbaïdjan. Et l'essentiel du budget géorgien est constitué des droits de passage, donc que les Géorgiens font payer à l'Azerbaïdjan pour faire sortir son pétrole, que ce soit vers les pays occidentaux via le port géorgien de Poti, ou de Batumi, soit par la Turquie, étant donné que actuellement entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, vous avez un gros point noir qui est l'Arménie. L'Arménie a une frontière complètement fermée avec l'Azerbaïdjan et avec la Turquie. Donc, pour faire transiter ces marchandises de l'Azerbaïdjan vers la Turquie et les hydrocarbures en particulier, il faut passer par la Géorgie. Donc, la Géorgie a déjà ce premier point. Les droits de transit, c'est le premier gros point en fait des revenus du pays. Le deuxième gros point, c'est le tourisme. Alors, tourisme essentiellement russe, pareil. Il n'y a pas de touristes européens en Géorgie, aux grandes dames des pro-européens. Par contre, il y a énormément de touristes russes qui ont en plus un gros pouvoir d'achat étant donné qu'à cause des sanctions, ils vont plus en Europe. Donc, vous avez des hôtels, à Batumi, par exemple, au bord de la mer Noire, sont pleins de touristes russes et quelques touristes turcs, de la classe moyenne turque qui vient s'encanailler en Géorgie pour un week-end. Et puis, enfin, vous avez la troisième source en fait du budget géorgien, ce sont les produits agricoles. Qui ont pour déboucher quasi exclusif le marché russe, un peu le marché arménien, mais surtout la Russie. Voilà. Le marché russe, c'est le marché de ce qu'on appelle l'Union économique eurasiatique, c'est-à-dire Russie, Biélorussie, Kazakhstan. Voilà à peu près sur les trois grandes sources de l'économie géorgienne. Et puis, vous avez un peu d'économie de services, notamment services bancaires, étant donné que les banques géorgiennes, par exemple, ont une réputation d'être plus fiables que celles des voisins arméniens et même russes. Donc, voilà. Vous avez ça, et puis encore, et enfin, dernier sujet où les Géorgiens ont des revenus, c'est tout ce qui est le transport maritime aussi. C'est-à-dire que, en fait, les ports géorgiens ont une très bonne réputation, les marins géorgiens ont une excellente réputation, et donc
Et donc, pareil, sur le transport maritime, les Géorgiens ont de très très bonnes situations, notamment dans tout ce qui est le transport maritime entre la Russie et la Turquie. Enfin, et avant, il y avait aussi Ukraine-Turquie. Voilà. Donc ça, c'est les grosses masses en fait d'économie géorgienne. Il y a très peu d'industrie en Géorgie, et le peu d'industrie se vit hormis de l'industrie agroalimentaire. Mais sur de l'industrie, je dirais, métallurgique et autres, la Géorgie, en fait, a perdu l'essentiel de son potentiel industriel à la fin de l'époque soviétique. Voilà pour ce qui est donc... Et donc, cette économie géorgienne, donc, quand on voit le tableau que j'en ai fait, elle est dépendante, en fait, de ces quatre grands voisins. Elle est dépendante de la Russie, bien sûr, que les produits agricoles et agroalimentaires géorgiens s'écoulent essentiellement sur le marché russe, et puis sur les marchés un peu secondaires que sont la Biélorussie et le Kazakhstan. Vous avez ensuite comme deuxième grand voisin l'Azerbaïdjan, qui fournit des hydrocarbures à pas cher, de 1, et qui, 2, paye des droits de passage importants au gouvernement géorgien pour le transit de ces hydrocarbures par son territoire, deuxièmement. Et troisièmement, c'est la Turquie. La Turquie est entrée massivement dans l'économie géorgienne à l'époque de M. Saakashvili, qui voulait ouvrir... en fait, quand Saakashvili est arrivé au pouvoir en 2003, suite à ce qu'on a appelé la révolution des roses, où il avait évincé l'ancien dirigeant post-soviétique Shevardnadze, plus ou moins pro-russe, c'est toujours plus ou moins dans ces régions-là, eh bien, pour se libérer de l'emprise économique russe, à l'époque c'était le mot d'ordre, on a cherché des partenaires pays membres de l'OTAN, et hormis le voisin turc, on n'a trouvé personne. Et donc, la stratégie de M. Saakashvili, ça avait été donc de faire venir les capitaux turcs en Géorgie pour que la Turquie soit l'avocate de la Géorgie au sein de l'OTAN pour son adhésion future. Et donc, en plus, c'était l'époque où Erdogan donc était dans ses premières années de pouvoir. L'économie turque avait des taux de croissance assez indécents à 6-7%. Et donc, on n'a pas eu de mal à trouver des capitaux à l'époque pour investir en Géorgie. Avec Erdogan, il y a toujours un billard à 2-3 bandes. C'est que pourquoi Erdogan a saisi la main de Saakashvili à l'époque, pour 2 raisons. 1, pour une raison géographique. Vous avez l'Azerbaïdjan, donc qui est le petit frère numéro 1 de la Turquie dans l'espace pan-turc. Vous avez donc toute une série de pays qui ont des langues avec des racines turques. Donc l'Azerbaïdjan en fait partie, et l'Azerbaïdjan c'est celui qui est le plus riche de la bande, et c'est celui qui a le plus de potentialité économique pour la Turquie dans cette bande-là. C'est celui qui a le pétrole en plus. Et c'est lui qui a le pétrole et le gaz. Bon, il y a aussi le Kazakhstan qui a le pétrole et le gaz, mais c'est moins facile en fait. Ça. Mais pour la Turquie, c'est très facile de faire venir du pétrole et du gaz depuis l'Azerbaïdjan. Voilà, ouais, c'est ça. Et en fait, pour avoir le transit pour l'Azerbaïdjan, étant donné que vous avez l'Arménie qui est entre la Turquie et l'Azerbaïdjan actuellement, eh bien, on doit contourner l'Arménie. Pour contourner l'Arménie, il faut avoir un pied en Géorgie, pour que les Géorgiens assurent un trafic fluide, donc des marchandises, des personnes, et de tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose aussi, c'est que vous avez la Géorgie, c'est un pays pas un peu comme l'Ukraine, parce que le peuple géorgien, ça veut dire quelque chose, et vous avez une unité ethno-linguistique quand même du peuple géorgien, même s'il y a quelques petites minorités nationales, mais elles sont vraiment, pas du tout dans le même tableau que l'Ukraine. Par contre, historiquement, en fait, la Géorgie, c'est une recombinaison à l'époque, par l'Empire russe, de 3 territoires. Vous avez l'Abkhazie, qui était en fait avant Catherine II une partie du Khanat de Crimée,
c'est-à-dire une partie de l'Empire ottoman au nord. Donc vous aviez en fait la Crimée était le centre d'une province turque auquel on a donné l'indépendance à la fin du XVIIIe siècle. Et puis ensuite que les Russes ont envahi et ont attrapé un empire, en fait, que les Russes ont envahi ensuite. Et puis vous aviez une deuxième, vous avez l'Adjarie, donc qui est au sud-ouest de la Géorgie, en bas à gauche. Et l'Adjarie, avec capitale Batoumi, était aussi une province de l'Empire ottoman que les Russes ont repris aux Ottomans au milieu du XIXe siècle. Et donc, Erdogan a investi massivement en Adjarie parce que c'est une terre anciennement ottomane, anciennement turque, et en plus, l'Adjarie a cette particularité d'être un territoire dans lequel vous avez des Géorgiens qui parlent géorgien, mais qui sont de confession musulmane. Et donc, la Turquie a construit des mosquées en Adjarie et a fait main basse sur tout le secteur touristique, donc hôtels, palaces et autres en Adjarie, mais sur toute la façade géorgienne de la mer Noire. Donc, le secteur touristique, en fait, en Géorgie, il est détenu soit par des capitaux turcs en direct, soit moitié-moitié avec des joint ventures entre des hommes d'affaires géorgiens et des magnats turcs du bâtiment. Et donc, ça nous amène à nos événements actuels. Parce que si on a, en fait, BFM-VC et tes amis d'LCI et mes amis de LCI, en fait, quand ils vous parlent de la Géorgie, ils vous disent, voilà, il y a un parti pro-russe, il y a un parti pro-européen, c'est simple. Les Russes sont en train de faire main basse sur la Géorgie, etc. Et ils oublient toujours qu'il y a deux acteurs qui sont tout aussi importants dans la vie politique géorgienne et dans l'économie géorgienne, que sont l'Azerbaïdjan et la Turquie, qui eux aussi soutiennent le pouvoir en place. Mais ça, on vous le dit jamais. Il suffit de voir les communiqués, par exemple, du gouvernement azéri sur la situation politique actuelle en Géorgie. Ils sont clairement du côté du gouvernement géorgien. Et d'ailleurs, l'Azerbaïdjan aura les moyens de faire plier le gouvernement géorgien, s'il le voulait. Il suffit qu'il coupe le robinet des droits de transit, et puis voilà. Et puis le pays est en faillite. Donc, vous avez donc ces deux autres acteurs. Et en fait, on comprend pas ce qui se passe en Géorgie si on ne prend pas en compte ce trio, donc qui est Russie, Azerbaïdjan, Géorgie. Russie, Azerbaïdjan, Turquie. Alors, donc, parlons maintenant de la situation actuelle. Alors, vous avez donc en Géorgie, donc, comme je l'avais dit, Monsieur Saakachvili s'est éjecté du pouvoir en 2011 aux élections, suite à deux choses. Premièrement, une récession importante de l'économie géorgienne du fait de la coupure de toutes les liaisons, notamment des relations économiques entre la Russie et la Géorgie, de 1, et de 2, par ce que l'on a appelé le scandale des tortures. C'est-à-dire que il y a eu des vidéos qui sont sorties où on voyait des policiers géorgiens tabasser dans les prisons géorgiennes des opposants politiques enfin, les passer à tabac, les torturer, etc. D'ailleurs, dans l'une des tortionnaires en question, il y avait l'épouse de Monsieur Glucksmann, Eka Skulaze, qui deviendra ensuite vice-ministre de l'Intérieur en Ukraine quand Monsieur Poroshenko est devenu président. Voilà. Donc, les chiens ne font pas des chats. Et donc, les élections, en fait, sont perdues par Monsieur Saakachvili, et un parti arrive au pouvoir, c'est le Rêve géorgien, dirigé par un magnat, donc, par l'un des grands businessmen de la Géorgie, que l'on surnomme aussi l'oligarque numéro 1 en Géorgie, donc, qui est
je me rappelle plus son nom. Ouais. Bon, je m'en souviens pas. Donc Monsieur Ivanishvili. Ivanishvili, voilà, Ivanishvili. Ivanishvili, excuse-moi, je prononce Voilà. très mal ces langues. Monsieur de Ivanishvili, voilà. Monsieur Ivanishvili, donc qui est un magnat justement du tourisme, des télécoms et aussi l'eau minérale Borjomi de mémoire, c'est à lui aussi. Donc voilà, et puis il y a plusieurs vignes dans la. Donc il a plusieurs entreprises aussi de production de vin. Enfin bref, c'est l'homme le plus puissant de Géorgie. C'est l'homme le plus puissant de l'économie géorgienne. Et justement, il est en affaire avec les grands groupes turcs. Voilà. Faut dire aussi. Donc c'est un homme qui a des relations d'affaires avec le business russe et avec le business turc. Très important dans son business model, notamment dans la branche touristique de ses affaires. Et donc, Monsieur Ivanishvili crée un parti qui s'appelle le Rêve géorgien, avec un mot d'ordre, c'est la normalisation des relations avec la Russie. Et puis d'autres choses, revenir sur les réformes de privatisation de la santé, parce que Monsieur Saakashvili était un grand admirateur du système santé américain, et puis tout un certain nombre d'autres choses, mais il y avait au cœur donc de son programme le rétablissement de relations normales avec la Russie. Et donc on met en œuvre cette politique, et il y avait deux mamelles en fait à cette politique. À ma gauche, je maintiens la volonté d'adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN, et à ma droite, je rétablis des relations économiques normales avec Moscou. La main donc tendue à Moscou a été prise. Russes et Géorgiens décident de normaliser les relations dans les années 2011-2012. En 2013, les Géorgiens retirent les obligations de visa pour les Russes, ce qui va donner un coup de fouet au tourisme en Géorgie. Et ce gouvernement va être plébiscité aux élections suivantes. Et en 2017, on a une élection présidentielle. Et le parti du Rêve géorgien décide, pour notamment donner des concessions à Bruxelles qui commence à demander à la Géorgie d'y aller mollo dans ses relations économiques avec la Russie, eh bien, le parti du Rêve géorgien décide de soutenir une candidate à la présidence géorgienne, qui est une candidate sans étiquette, Madame Salomé Zourabichvili. Alors Salomé Zourabichvili, on la connaît bien en France, étant donné que c'est une compatriote. Oui, justement, très connue en France. Voilà, donc c'est notre compatriote. Elle était ambassadrice de France en Géorgie au moment de la Révolution des Roses. Et au moment de la Révolution des Roses, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va traverser la rue et elle va aller de l'ambassade de France au ministère des Affaires étrangères géorgienne, parce qu'elle va devenir la ministre des Affaires étrangères de Monsieur Saakashvili en 2003. Mais comme quoi, le macronisme, ça fonctionne, hein, il suffit de traverser la rue. Voilà. Donc, elle a traversé la rue pour trouver un nouvel emploi. Et Madame Zourabichvili, en plus, comme elle est très bonne, avant donc Monsieur Saakashvili en fait va faire voter au Parlement géorgien à cette occasion un amendement à la loi sur la nationalité géorgienne, autorisant la double nationalité pour les ministres, permettant à Madame Zourabichvili de garder sa nationalité française et d'être ministre des Affaires étrangères de la Géorgie à l'époque. Et puis elle se brouille avec son patron en 2011 et elle crée son propre parti qui fait un flop. Elle aura même pas de député. Et en 2017, en fait, elle relance sa carrière donc avec sa candidature à l'élection présidentielle. Monsieur Ivanishvili, qui avait besoin d'une caution pro-européenne pour son gouvernement, dit pourquoi pas. En plus, dans la constitution géorgienne, le président, c'est
grosso modo, il inaugure les chrysanthèmes. Hein. Il a un rôle essentiellement protocolaire. Donc, il se dit, oh, c'est pas mal ça. Hop. Je vais lui donner l'investiture du rêve géorgien. Et donc, Madame Zourabichvili donc est devenue présidente de la Géorgie grâce à Monsieur Ivanishvili. Et là arrive la guerre en Ukraine. Les choses vont se gâter parce que au moment de la guerre en Ukraine en 2022, Monsieur Ivanishvili et le parti du rêve géorgien décident en fait de maintenir une neutralité complète dans le conflit, c'est-à-dire pas de sanctions contre les Russes, pas de soutien non plus à l'opération militaire spéciale. On fait une condamnation politique en disant que c'est pas bien pour la Russie d'envahir l'Ukraine, c'est mal, c'est très très mal, mais on n'impose pas de sanctions. Vous allez avoir ce qui serait dévastateur pour l'économie, hein, on a bien compris. Hein. Alors, et ce qu'il faut savoir, c'est que, alors, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand Monsieur Ivanishvili arrive au pouvoir et qu'il ouvre l'économie géorgienne à la Russie, eh bien, c'est très simple. Le PIB de la Géorgie va doubler tous les 3 ans. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'il va dépasser, en fait, au bout de 4 ans, on a dépassé déjà des niveaux qu'il y avait sous Monsieur Saakashvili, en fait. Donc, et la Géorgie va connaître une époque de croissance, je dirais, continue son économie suite à ces décisions. Alors, on arrive en 2022, donc guerre en Ukraine. La Géorgie, malgré les pressions de l'Union européenne, décide de mettre aucune sanction à la Russie, contrairement à des pays, par exemple, comme la Moldavie ou le Monténégro, etc. Eux, non, 0 sanction. Pour faire tourner l'économie géorgienne. En plus, deuxième truc, ils ferment pas non plus l'économie géorgienne au tourisme russe. Ce qui fait que, en fait, la Géorgie est devenue l'endroit, en fait, de la jet set russe depuis les sanctions européennes. En fait. Parce que on a une hôtellerie de qualité supérieure avec des standards européens et puis on peut rencontrer beaucoup de monde et il y a de très belles infrastructures en Géorgie, donc c'est parfait. Donc que vient donc alors ensuite la Géorgie va connaître donc à partir de 2023 l'Union européenne commence, et surtout les États-Unis, commencent à alourdir leur pression vis-à-vis du gouvernement géorgien, en lui disant c'est pas normal que vos banques continuent d'avoir des transactions avec la Russie, c'est pas normal que vous ayez des relations économiques, faites attention, on risque de vous mettre des sanctions anti-contournement. Les Géorgiens prennent quelques mesures cosmétiques, mais ils maintiennent le cours de leur politique étrangère, et Madame Zourabichvili commence à se manifester à l'époque. Elle dit oui, la Géorgie doit soutenir la démocratie, l'Europe, les droits de l'homme, le chemin européen de la Géorgie nécessite que l'on prenne des sanctions, etc. Le package habituel, quoi, quelque peu. Voilà, c'est-à-dire le package habituel. En plus, donc, au niveau des Européens, on commence à faire des reproches au gouvernement géorgien. Faut savoir que la situation, en fait, la perspective européenne de la Géorgie, elle a des petits accros depuis les années 2018. Justement, Madame Zourabichvili était venue pour un peu arranger les choses, parce que, en fait, l'Église orthodoxe géorgienne, qui est très puissante, qui d'ailleurs n'est pas du tout copine avec l'Église orthodoxe russe, contrairement à ce qu'on dit dans les médias français. Hein. L'Église géorgienne elle est très nationaliste, le clergé géorgien a de mauvaises relations en général avec le clergé russe, notamment sur le thème, l'Église géorgienne
on est historiquement le deuxième ou troisième pays qui a adopté l'orthodoxie, alors que vous, les Russes, vous êtes à la 9e ou 10e position. Donc, fermez-la, on a beaucoup plus d'ancienneté que vous dans la matière. Donc, bref, l'Église orthodoxe géorgienne commence à faire des campagnes contre l'agenda pro-LGBT des gouvernements géorgiens. Il faut savoir qu'à partir de 2008-2010, l'Union européenne a fait pression sur le gouvernement géorgien pour qu'il adopte une loi antidiscrimination pro-LGBT. C'est-à-dire, voilà, il faut mettre en prison toute personne qui appelle à la haine, à la discrimination, et qui pratique la discrimination contre la communauté LGBTI, Q+, il manque une voyelle. Donc, et ça va pas du tout passer auprès du clergé de l'Église orthodoxe géorgienne. D'ailleurs, il va y avoir une affaire, je crois au milieu des années 2000, où un prêtre de l'Église orthodoxe géorgienne est menacé d'être envoyé en prison pour infraction à la loi sur la répression contre les discriminations liées au genre, du fait d'un sermon où il avait dit que la sodomie emmenait directement en enfer. Voilà. C'est pas vrai. Et donc, cet agenda pro-LGBT imposé par la Commission européenne va s'illustrer ensuite en 2008 ou 2009, où, eh bien, sous pression de l'Union européenne, il va y avoir la première, presque seule, Gay Pride organisée en Géorgie. Oui, on s'en souvient tous, hein, on avait couvert l'info. Et c'est bonne ambiance, bonne ambiance. C'est très simple. L'ambiance avait été géniale, festive, parce que, eh bien, vous aviez déjà plus de députés et de collaborateurs du Parlement européen que d'homosexuels géorgiens dans la manifestation. Et ils avaient dû être exfiltrés par la police géorgienne parce que, justement, le clergé orthodoxe géorgien, dans ses sermons du dimanche, avait dit aujourd'hui, il y a une manifestation. Ils avaient organisé ça un dimanche, dans un pays très croyant, et donc le clergé, en fait, de l'Église orthodoxe géorgienne avait dit il est hors de question qu'un truc comme ça se passe dans notre cité, et vous avez eu tous les fidèles, en fait, derrière leurs prêtres et leurs moines qui sont descendus sur la place où avait lieu la Gay Pride, et c'est très simple, elle avait duré 30 minutes en tout et tout, étant donné que la police avait dû exfiltrer les participants. Voilà. Ensuite, il y a eu des pressions donc sur l'Union européenne pour renouveler l'expérience en 2011 ou 2012 de mémoire, et non, plus tard, ça devait être en 2018 ou 2019. Et pareil, le gouvernement géorgien avait dit non, au risque de troubler l'ordre public, là on va pas recommencer. Certains donc militants avaient essayé de braver l'interdiction et mal leur en avait pris parce qu'ils s'étaient fait bastonner pour la plupart. Bref. Est-ce que l'Union européenne se rend compte qu'ils mettent en danger la vie de ces gens, notamment dans des pays encore de l'Europe de l'Est qui sont, on va dire, encore très conservateurs sur certaines questions, et c'est leur droit, hein, le plus strict, par rapport à, je prends en comparaison à l'Europe de l'Ouest, alors je sais pas si c'est une bonne comparaison, mais voilà. Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils mettent directement dans ces pays-là la vie de ces communautés, justement, en danger, en disant, faut qu'on fasse ça, faut qu'on fasse ça? Non, je pense qu'ils sont dans une optique, justement, qu'on va, en fait, c'est un test de conformité idéologique, cette question-là. Vous savez, quand la Grèce a adopté l'an dernier le mariage homosexuel, et le premier ministre grec Mitsotakis a dit, et je cite, en fait, nous avons fait adopter cette loi. Alors lui, un démocrate chrétien de droite, très proche de l'Église orthodoxe grecque, il avait vraiment théoriquement conservateur, etc. Et en fait, il avait dit non, mais on a adopté cette loi parce que cela montre la conformité de la Grèce au camp occidental. C'est-à-dire que en fait,
les droits de cette communauté en fait sont un marqueur de ton degré de ton degré d'intégration au camp occidental. C'est devenu une affaire, c'est plus une affaire de liberté publique ou je dirais d'acceptation au sein d'une société. C'est devenu en fait une question ultra politique et une question en fait de conformité de conformité idéologique, un peu comme à l'époque au sein du bloc de l'Est, la nationalisation de l'économie était une marque de conformité idéologique. Ben là, vous avez la même chose, sauf que c'est sur par rapport au régime sociétal. Ouais. Et donc, que va-t-il se passer pour le cas géorgien un peu, parce que j'ai fait une digression, donc j'ai fait une digression. Alors sur la Géorgie, donc on est arrivé en 2023, donc l'an dernier, on avait des élections de prévues donc cette année, enfin 2024. Les élections donc législatives ont eu lieu. Il n'y avait pas d'élection présidentielle étant donné que la Constitution a été réformée en 2017 pour que le président maintenant soit élu par le Parlement, comme on avait à l'époque en France sous la 4e République ou comme c'est le cas en Italie ou en Allemagne, voilà, dans des pays qui sont des grandes dictatures. En fait, on a donc élu un nouveau Parlement et le rêve géorgien a encore gagné les élections. Alors que il a fait voter une loi au début de l'année pour contrôler les financements étrangers des ONG agissant dans le champ politique. C'est le même type de loi, par exemple, qu'on a aux États-Unis, c'est la loi FARA. On a le même type de loi en Russie, mais on l'a appelé la loi russe. Voilà, parce que si on l'avait appelé la loi Biden, ça c'était moins sexy, quoi. Donc, ce qu'on a appelé la loi russe, qui est en fait un décalque de la loi FARA aux États-Unis, on a la même aussi en Israël et en Inde d'ailleurs. C'est une loi en fait qui prévoit que lorsque une association en fait en Géorgie qui agit dans le champ politique a plus de 30% de ses financements qui vient d'un pays étranger, eh bien elle doit déclarer les membres de sa direction dans un registre des agents étrangers. Voilà, l'idée en fait, et bien sûr lorsque ces personnes vont dans les médias, elles doivent décliner le fait qu'elles sont des agents étrangers. Voilà. Et cette loi a bien sûr été contestée par l'Union européenne et le département d'État américain, étant donné que ça les empêche d'avoir leurs principaux, je dirais, relais au sein de la vie politique géorgienne. Vous avez en Géorgie des dizaines d'ONG, dont la Fondation Soros, par exemple, qui a formé la plupart des ministres des premiers gouvernements Saakashvili, et Saakashvili lui-même d'ailleurs a été passé au sein de l'organisation. Donc ça c'est la première chose, donc cette loi, et puis ensuite cette loi a été donc critiquée par l'Union européenne, et la présidente Zourabichvili a essayé de s'y opposer, notamment en refusant de signer la loi, et finalement son veto a été contrecarré par le Parlement qui, à la majorité constitutionnelle, a fait passer la loi quand même, contre le veto présidentiel. Et élection, donc, à la suite donc de cette loi, on a les élections qui sont arrivées donc au mois de septembre-octobre, et le rêve géorgien les a gagnés. Très bizarrement. Donc, parce que les Géorgiens ils ont quand même un peu de mémoire et ils savent que si on adopte la politique que l'opposition donc dirigée par le parti de Monsieur Saakashvili, l'Union nationale unifiée, le Parti national unifié de mémoire, le mouvement national unifié de Monsieur Saakashvili, si ils arrivent au pouvoir, rebelote, blocus économique vis-à-vis de la Russie, etc., et bien sûr la récession qui s'en suivrait. Donc dans la province géorgienne, en fait, les gens ont voté pour le parti au pouvoir, et dans les grandes villes, notamment à Tbilissi, la capitale, l'opposition était un petit peu en avance. Donc
parti de Monsieur Ivanishvili, donc le Rêve géorgien, qui avait une coalition d'ailleurs avec d'autres petits partis, a bien gagné ces élections sans aucun problème. Il y a eu quelques petites fraudes électorales avec des annulations d'ailleurs de résultats dans certaines circonscriptions, mais ça n'a rien changé en fait sur le sens du vote. Et eh bien, comme toujours, technique des révolutions de couleur, on va, quand un résultat des élections ne nous plaît pas, eh bien, on dit il y a eu des fraudes. Et donc, on va inventer des fraudes avec des techniciens dont c'est la spécialité. Hein, Monsieur Soros a beaucoup d'expérience dans la matière. Hein, Yougoslavie 2020, Géorgie 2003, Ukraine 2004. En fait, hein, on invente en fait des fraudes imaginaires pour écarter donc le parti qui nous déplaît et décrire comme un monstre et une dictature. Alors, ce nouveau parlement donc a renouvelé le premier ministre Irakli Kobakhidze, hein, qui était le premier ministre auparavant, qui est le vrai d'ailleurs détenteur du pouvoir exécutif hein, dans le système géorgien. Et on a une nouvelle et on a donc le président qui a changé. Donc Madame Zorabishvili, bien sûr, a été expulsée de son palais présidentiel et remplacée par Monsieur Kavelashvili, hein, qui est un ancien footballeur, mais surtout qui est un homme politique qui est un très conservateur, très proche de l'Église orthodoxe géorgienne, et qui, comme il a joué au football en Russie, en fait, serait un agent russe déguisé. Ah, il est pro-russe. C'est marqué, voilà, je l'ai lu dans la presse occidentale, il est pro-russe. Voilà, il est pro-russe, sachant que, alors, on va dire, le gouvernement pro-russe de Monsieur Ivanishvili, il faut savoir que, il n'a pas rétabli les relations diplomatiques avec la Russie, encore aujourd'hui. C'est-à-dire, il n'y a toujours pas d'ambassadeur russe en Géorgie, il n'y a toujours pas d'ambassadeur géorgien en Russie. Alors, vous avez juste des échanges de consuls, c'est tout. Parce que, pour que les citoyens ne pâtissent pas trop de la situation. Mais il n'y a pas de relation diplomatique aujourd'hui entre Moscou et Tbilissi. C'est la première chose. Deuxième chose, la Géorgie n'a toujours pas reconnu les changements de ses frontières en Abkhazie et en Ossétie du Sud. Officiellement d'ailleurs, le blocus de ces deux provinces est maintenu par le gouvernement géorgien actuel. C'est-à-dire que ce gouvernement que l'on dit pro-russe, en fait, il maintient la fermeture de tous les postes, enfin de la frontière entre ces deux enclaves séparatistes contrôlées par la Russie et le reste du territoire géorgien. Donc pour un gouvernement pro-russe, il est quand même un peu bizarre, quoi. Je veux dire. Et enfin, ce gouvernement, donc que l'on dit pro-russe, il a laissé dans la constitution géorgienne l'article qui dit que l'intégration à l'Union européenne et à l'OTAN est la finalité de la politique étrangère de la Géorgie. Donc, pour un parti pro-russe, il est quand même pas très pro-russe. Par contre, il est, je dirais, dans une neutralité c'est un parti qui a choisi résolument d'avoir une neutralité dans le grand conflit qui oppose l'Occident à l'Orient. C'est-à-dire que, en fait, dans l'équation politique géorgienne actuelle, comme je l'ai dit au début, il n'y a pas que la Russie qui compte. Et bien sûr, LCI, BFM, nous en parlons pas. Il y a aussi le fait que la Turquie se soit écartée du camp occidental, que Erdogan ait fait plusieurs pas de côté, en fait. Notamment, il est observateur au sein des BRICS. Il est observateur à l'Organisation de coopération de Shanghai. Il conteste de plus en plus certaines décisions des États-Unis. Il met pas de sanctions lui aussi vis-à-vis de la Russie. Et vous avez enfin l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui, en fait, depuis 2012, s'est rapproché de Moscou. L'Azerbaïdjan, en fait, avait adopté un traité avec des relations d'alliance, on parle de Soyuznические отношения en russe,
avec Moscou en mars 2022, c'est-à-dire un mois après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Donc vous avez en fait l'Azerbaïdjan et la Turquie ont décidé d'avoir une politique, je dirais, d'équilibre entre l'Occident, la Russie et la Chine. Et donc c'est pour ça que ces deux grands acteurs qui ont un poids énorme dans l'économie géorgienne soutiennent le gouvernement actuel. S'il y avait que la Russie qui soutenait, entre guillemets soutenait, d'ailleurs j'aime pas le mot parce qu'en fait il n'y a pas un vrai soutien, mais s'il y avait que les Russes dans l'équation, le pouvoir géorgien pourrait pas tenir. C'est parce qu'il a le soutien non seulement de Moscou, mais aussi de Bakou et d'Ankara que le gouvernement actuel en fait tient. Et qui peut tenir assez longtemps d'ailleurs, malgré les manifestations, etc. Enfin, les manifestations ont redoublé parce que donc la Géorgie a fait un acte de lèse-majesté. Elle a décidé, enfin le gouvernement géorgien a décidé de suspendre pour 5 ans sa procédure d'adhésion à l'Union européenne. Et surtout, il a décidé pendant 5 ans d'interdire le versement de fonds européens sur le territoire géorgien. Ce qui veut dire que pour les ONG qui vivent de l'argent du contribuable français, parce que l'argent européen, en fait, c'est l'argent des Français et des Allemands essentiellement, eh bien, ces ONG donc qui vivent de notre argent, eh bien, ne pourront plus en bénéficier, étant donné que les programmes européens vont être suspendus en Géorgie. Donc là, pareil. En fait, ça a relancé les manifestations parce que les ONG qui voyaient leur financement s'interrompre à partir de 2025 ont vu la caisse s'en aller et donc ils ont fait un saut périlleux, hop, pour retomber sur la caisse. Et donc le seul moyen de retomber sur la caisse, c'est d'évincer le gouvernement actuel. Et donc c'est pour ça que vous avez une relance et que les manifestations en Géorgie pro-européenne, en fait, enfin pro-occidentale mais pro-européenne, en particulier, en fait, ont redoublé d'intensité et qu'on a vu, par exemple, l'usage de mortiers d'artifice contre les forces de l'ordre avec des sortes de mitrailleuses là qu'on voit qui envoient une vingtaine de mortiers d'un coup. Ben ça, en fait, c'est dû au fait que les ONG, en fait, à financement européen, ben, ont vu la caisse s'en aller. Avec le coup près du 1er janvier 2025. Donc ça, c'est... Comme dit l'expression, touche pas au Grisby. Voilà. Je laisse terminer. Donc, voilà. Et donc, le gouvernement géorgien, en fait, là, il a tapé où ça fait mal. C'est-à-dire, il a dit, il y aura plus d'argent européen en Géorgie. Voilà, tous ceux qui en vivaient, effectivement, se sont rebellés contre le gouvernement. Et donc, ils ont trouvé une oreille attentive auprès de notre compatriote, ancienne fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères français, Madame Zourabichvili, qui a décrété que comme le Parlement pour elle n'était pas légitime, eh bien, elle était encore présidente de la Géorgie. Voilà. Donc, mais elle a quitté son palais et maintenant il y a un circuler, il n'y a rien à voir. Voilà. Alors dans cette affaire géorgienne, enfin, on va terminer par une petite note d'humour, enfin pas d'humour, mais en octobre 2024, donc cette année encore, le Premier ministre donc Irakli Kobakhidze a révélé dans une interview qu'il a fait auprès de mémoire, ça doit être de la TRT turque, il a dit que le commissaire à l'élargissement de l'époque, donc de la commission von der Leyen 1, qui est un Autrichien dont je ne me rappelle plus le nom, le commissaire Hahn de mémoire. Non, c'était Šefčovič, voilà. Non, c'était le commissaire tchèque. Eh bien, lui a dit au téléphone, eh bien, vous savez, ceux qui s'éloignent de la perspective européenne, il peut leur arriver ce qui est arrivé au Premier ministre slovaque, Monsieur Fico. Voilà. Donc il l'a menacé en fait. Il lui a dit si tu continues, enfin si tu t'écartes de la bonne voie, eh ben on va
un déséquilibré armé par de l'argent européen pourrait te tirer dessus toi aussi. Voilà. Donc, bonjour l'ambiance. Eh ben, on suivra ce qui va se passer en Géorgie durant cette année 2025. Ça s'annonce prometteur, d'autant plus qu'il y a un autre événement qui risque d'arriver en 2025. Je te mets le tapis de sol et comme ça, tu vas pouvoir faire une explication un peu plus courte parce qu'on en avait déjà parlé, mais c'est quand même important de revenir dessus. C'est sur ce qui va se passer avec la situation ukrainienne. Donc, tu l'as dit, hein, en guerre, on va dire chaude, active depuis 2022, même si on sait très bien que ça remonte à 2014 et encore avant si on recherche les origines vraies du dossier, mais on va dire de la partie actualité, ça date de 2022. Et avec l'arrivée de Trump au pouvoir, qui avait fait un de ses slogans de campagne était de dire que si je retournais au pouvoir avec mon équipe, je réglerais le cas ukrainien et russe rapidement. À partir du 20 janvier, Romain, donc justement, est-ce qu'on se dirige vers une paix signée, un accord trouvé, en tout cas de cessez-le-feu en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine? Alors, on a une perspective, je dirais, raisonnable de penser qu'en 2025, le conflit va en sortir de son caractère chaud. Oui, voilà. Alors, deux choses. Premièrement, en 2024, pour la faire court, le grand événement, ça a été sur le front ukrainien. Vous avez eu deux événements. Le premier, c'est qu'à partir de mars dernier, l'armée russe avance de façon continue dans le Donbass. Elle a repris deux villes très importantes pour elle, stratégiques, qui est Avdiivka. Avdiivka, en fait, c'était une ville qui est à la frontière de la ville de Donetsk, depuis laquelle, en fait, depuis 2014, les Ukrainiens bombardaient Donetsk tous les jours. Eh bien, depuis que Avdiivka a été prise, Donetsk n'est plus bombardé tous les jours. Et donc ça a été un grand point pour les Russes. Et la deuxième, c'est Vuhledar. Pourquoi? Parce que depuis que Vuhledar est tombé, en fait, Mariupol est définitivement, mise à l'abri de toute reprise par l'armée ukrainienne. Donc ça, c'est deux succès militaires incontestables et stratégiques du côté russe. Et depuis, il continue d'avancer. D'ailleurs, les experts de plateau de LCI, si vous regardez ce qu'ils disaient, les Chauvency et autres, ils vous disaient au mois de mars, oui, l'offensive russe, elle va s'essouffler parce que ils ne peuvent pas tenir des telles pertes sur la durée. Elle s'est jamais arrêtée en fait. Pour tenter et donc pour contrecarrer cela, le commandement ukrainien a fait une sorte de coup de poker dont on voit actuellement qu'il était vraiment très mauvais parce que là ils vont perdre la mise. C'était donc l'invasion de deux districts de la région de Koursk. Donc la région de Koursk, c'est vous prenez la frontière ukrainienne, en haut à droite, c'est là. Et donc le but c'était de prendre la centrale nucléaire qui est donc à Kourtchatovsk, à 50 km de la frontière. Et là, l'offensive, elle a pu montrer des belles images de chars Léopard et Abrams sur les plaines de la Russie. Et puis, elle s'est arrêtée au bout de 30 km, en fait. Donc, cette offensive a eu deux effets néfastes pour l'Ukraine. La première, c'est que comme ils ont mis leurs meilleures unités à cet endroit-là, elles n'étaient pas sur le front, donc dans le Donbass, et donc ils ont perdu notamment Vuhledar à cause de ça. Donc ils ont perdu une ville stratégique en fait du fait de cette offensive à Koursk. Et puis deuxièmement, les Russes sont pas tombés dans le panneau, c'est-à-dire que l'idée en fait c'était de faire que les Ukrainiens, en fait, que les Russes enlèvent leurs meilleures unités de la région de Donetsk pour les envoyer à Koursk pour récupérer le territoire de la mère patrie. Eh bien, mal leur en a pris,
le chef d'état-major de l'armée russe, Monsieur Gerasimov, est un spécialiste, notamment des grands théoriciens soviétiques des années 30, de la stratégie Svechin et autres. Et donc, il a lu le piège de Tannenberg, comme on l'appelle en russe. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez, au début des années 14, donc, quand l'Europe entre en guerre, les Russes, en fait, mobilisent très vite leurs troupes et ils envahissent la Prusse orientale dans les premiers mois de guerre. Et ça va surprendre les Allemands qui pensaient que, vu l'état des chemins de fer russes, etc., ils y arriveraient pas et qu'on avait 4 à 6 mois devant nous avant d'envoyer des troupes dans cette région-là. Et sous la pression, en fait, de l'opinion publique allemande, et d'une partie de ses ministres, le Kaiser avait décidé de prélever les meilleures unités sur le front français pour les envoyer en Prusse orientale. Ce qui a été un des facteurs, en plus de l'héroïsme de nos soldats, donc de réussite de la bataille de la Marne. Eh bien, ça, justement, les Russes ont retenu ça, et donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, pour contrecarrer l'invasion, cette incursion dans la région de Koursk, eh bien, ils n'ont pas prélevé de troupes dans le Donbass, ils les ont prélevées ailleurs. Notamment, ils ont rapatrié un contingent de 13 000 hommes à peu près qui était en Biélorussie pour renforcer l'armée biélorusse à la frontière ukrainienne. Ils les ont enlevés de là-bas et ils les ont transférés à Koursk, ainsi que des unités, par exemple, en Sibérie et autres. Donc, ça, c'est donc deuxième point. Il faut savoir que que ce que LCI ne vous dira pas, et que la presse américaine nous a révélé, notamment il y a Politico qui a fait un long article sur les questions au mois de septembre, c'est que l'un des motifs de renvoi de Zaloujny, donc qui était le très charismatique chef d'état-major de l'armée ukrainienne, hein, donc qui a été limogé au mois de mars de cette année, de l'an dernier maintenant, par le président Zelensky, eh bien, l'un de ses motifs de renvoi, c'était justement son opposition catégorique à l'opération de Koursk. Lui disait que c'était une folie pure. Voilà, et qu'on allait tout perdre là-dedans. Donc, bien lui en a pris. Et voilà, donc Monsieur Zelensky a fait une faute. Actuellement, donc là, les Ukrainiens ont perdu à peu près les 2 tiers des gains qu'ils avaient fait à Koursk. Et des analystes américains disent que le contingent ukrainien sera complètement expulsé de la région au plus tard au printemps de cette année. Ce qui nous amène aux perspectives de négociation. Alors, on sait que Donald Trump veut ces négociations, mais il n'y a pas que lui qui les veut. Quand vous prenez en fait tous les sondages réalisés en Ukraine actuellement, y compris ceux par des instituts contrôlés par le gouvernement ukrainien lui-même, on voit que l'opinion ukrainienne est maintenant majoritairement pour des négociations, et la fraction d'ailleurs dans ces sondages qui a progressé le plus dans la dernière année, c'est ceux qui disent il faut des négociations, y compris avec des pertes territoriales. C'est-à-dire que ça, c'était 2% en 2022, 5% en 2023. Eh bien, dans le dernier sondage qui date du mois de novembre de 2024, ça a bondi à 35%. Et vous avez plus de 60% des Ukrainiens qui actuellement disent qu'il faut une négociation. Donc voilà, c'est l'opinion ukrainienne, elle est en train, elle a le moral qui s'est vraiment effondré ces dernières années. Enfin, cette dernière année en tout cas. Et justement, pour terminer sur ce sujet, sur quoi tourneraient quels seraient les motifs de négociation et sur quoi se concentreraient les négociations selon toi, d'après les informations que tu as pu glaner? Alors, les paramètres de la négociation, ils sont assez simples. Premièrement, c'est les Russes ne négocieront pas avant que la région de Koursk soit complètement évacuée par l'armée ukrainienne. Déjà, ça, c'est un préalable indispensable. Là-dessus, tous les interlocuteurs russes avec lesquels j'ai pu parler de la situation, de ça, pour eux, c'est le préalable. Ils commenceront pas à discuter avant ça. Je pense que d'ailleurs, il y aura un autre préalable du côté des Ukrainiens qui serait assez facile à accepter du côté russe, c'est que les Russes retirent leur contingent de la région de Kharkov. Ils
ils ont eux aussi une petite incursion sur une dizaine de kilomètres carrés dans la région de Kharkov, qui pourrait retirer là aussi. Comme ça, personne ne gagnerait, enfin, les deux conserveraient la face. Donc ça, c'est une première chose. Donc, c'est pour ça que les journaux américains scrutent la situation à Koursk et disent, ben voilà, dans le meilleur des scénarios pour les Ukrainiens, ils conservent ces territoires-là jusqu'au printemps. Ce qui voudrait dire que la négociation pourra commencer au printemps. Voilà. Ça, c'est un premier point. Donc, il y a un préalable. Et puis ensuite, il y a une discussion. La position de départ des Russes, c'est de dire que eux, ils veulent les 4 oblasts qu'ils ont annexés entièrement. Ce qui voudrait dire que les Ukrainiens devraient retirer leurs troupes au niveau des frontières administratives de ces 4 oblasts. Donetsk, Lugansk, Zaporojié et Kherson. Ça, c'est inacceptable côté ukrainien. Donc, je pense que on pourrait se contenter des lignes d'un gel au niveau des lignes de la ligne de front actuelle. Même si je pense qu'avant que les négociations continuent, le Donbass sera presque quasiment sous contrôle russe, en fait, au train où ça va actuellement. Donc ça, c'est un deuxième point. Et puis, il y a un troisième point qui est essentiel, c'est la question de la garantie de sécurité. Côté russe, quand on parle garantie de sécurité, on dit on veut aucune perspective d'adhésion à l'OTAN de l'Ukraine. Jamais, à aucun prix, dans aucun cas, sous aucune condition. Les Ukrainiens disent au contraire. Nous, on est prêts au cessez-le-feu, mais uniquement si on rentre dans l'OTAN derrière. Parce qu'on aura la réassurance du parapluie américain. Donc ça, c'est la deuxième chose. Je pense que les Américains vont dire aux Ukrainiens, écoutez, même si on voulait de toute façon, vous n'êtes pas prêts à rentrer, et nous, on peut s'engager de toute façon, on n'a pas besoin de vous, on peut prendre l'engagement que on mettra un veto systématique à toute adhésion de l'Ukraine à l'OTAN jusqu'en 2040-2050. Le problème des Américains, c'est qu'ils peuvent pas écrire dans un accord international que eh bien on interdit à jamais l'adhésion d'un État à l'OTAN. Pourquoi? Parce que dans le traité de Washington, en fait, il y a une clause qui est ce qu'on appelle la clause de porte ouverte, qui dit que l'adhésion à l'OTAN est ouverte à tout État qui partage ses valeurs, je me rappelle plus quoi, et patin couffin. Donc voilà. Donc il faudrait mettre une limite temporelle en fait à la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc ça, les Russes disent, nous, à moins de 25 ans, de toute façon, on discute pas. Les Américains disent, pour nous, 10 ans, c'est une bonne durée. Voilà. Et on s'arrêtera dans un endroit qui sera entre les deux, je pense. Ça, c'est la deuxième point. Et enfin, il y a le troisième point, pour les Russes, c'est la démilitarisation, dénazification. Les Russes voudraient imposer, dans la négociation, des limitations en matière d'armement à l'armée ukrainienne, nombre de tanks, nombre d'avions, etc. Troisièmement, ce serait le statut de la langue russe, par exemple, deuxième langue officielle. Pour eux, c'est un point qui est difficilement négociable. Voilà. Après, ils ont des choses un peu plus maximalistes qui seraient du style, juger tous les coupables de crimes contre la population russe, etc., etc. Voilà. Mais les contours de l'accord, ils sont à peu près sur ces 4 thèmes-là. C'est 1, le territoire, 2, le statut sécuritaire de l'Ukraine futur, et 3, donc la question des limitations d'une limitation de l'armée ukrainienne, et 4 le statut de la langue russe. Très bien, Romain. Et tout ça va être réglé, je pense, dans le cadre d'une négociation plus large, parce que c'est ça qui intéressera. C'était la rencontre de Helsinki en 2020, non pas en 2020, en 2018, avait donné ça. C'est que pour lui, l'essentiel, c'est que il veut utiliser la question ukrainienne pour s'entendre avec les Russes sur une limitation
de ses relations économiques avec la Chine. C'est-à-dire que je pense qu'un élément de la négociation sera le non-doublement, par exemple, du gazoduc Force de Sibérie qui va en Chine. Voilà, je pense que franchement, connaissant le système américain, Trump, c'est ça vraiment qui l'intéresse. La question ukrainienne. Ouais, c'est un prétexte pour discuter d'un plan plus large. Voilà. Et ben, en plus, ce sera l'occasion 2025. Évidemment, tu seras invité quand tu veux pour quand il sera le temps, si ça arrive. En tout cas, on l'espère pour au niveau des pertes humaines, bien entendu, sur ce conflit. Tu seras bien entendu invité quand tu veux pour venir en parler au moment où les négociations se passeront et venir commenter tel point ou tel point de l'accord, bien entendu. Dernier sujet qu'on voulait évoquer avec toi, cher Romain, dans cette émission justement bilan de l'espace post-soviétique 2024, c'est ce qui se passe il y a eu des élections importantes qui se sont passées en Moldavie et en Roumanie, hein, donc deux pays limitrophes qui sont juste situés à l'ouest de l'Ukraine, au nord des Balkans. Et donc, il y a eu tout ce scandale justement autour de l'élection ou de la non-élection, enfin de l'ingérence européenne dans l'élection de Georgescu en Roumanie. Il y a également les élections en Moldavie. Un petit mot de réaction là-dessus, vu que ça correspond aussi à un espace post-soviétique et qui a une minorité russophone en Moldavie notamment. Elles ont été citées déjà par le président de la République dans son discours de Nouvel An. Hein, donc déjà pour commencer. Alors, c'est marrant parce que, les élections en Moldavie, je vais le faire simple, c'est, en Moldavie, ça fait la 3e élection où, quand vous faites la soirée électorale, jusqu'à 23 heures, c'est le candidat pro-russe qui est en tête. Et puis, à partir de 1 heure du matin, c'est Maia Sandu, la candidate pro-européenne, qui remporte cette élection. Pourquoi? Parce que vous avez le vote des 700 à 800 000 Moldaves de l'étranger, en fait, qui renverse le résultat du scrutin. C'est-à-dire que, en fait, ça change. Là, cette année, ça a été quand même 13% de retournement. Voilà, vous avez donc avant-après. Et ça fait 3 élections que ça dure, et je pense que ça va être, c'est un ferment de guerre civile dans ce pays. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir la vie politique d'un pays qui est prise en otage par sa diaspora. C'est pas possible. Et en tout cas, ça peut pas durer longtemps parce que en fait, les gens de la diaspora qui votent pro-européens parce que justement ils sont abreuvés de médias roumains qui le regardent chez nous parce que les médias russes sont interdits maintenant, donc qui font campagne matin, midi et soir pour Maia Sandu et son parti, donc la candidate pro-européenne, eh bien ils ne vivent pas les conséquences du vote qu'ils font. C'est-à-dire que là, les Moldaves, à partir donc d'hier, du 1er janvier, les Moldaves vont avoir une augmentation de leur facture de gaz de 25 à 30 fois quand même. Le tarif de l'électricité va augmenter de façon phénoménale. Le tarif, enfin tous les tarifs de toute façon, c'est très simple, c'est avec la coupure du gaz russe, dû aux relations exécrables, aux sanctions que le gouvernement moldave pro-européen met, eh bien, la vie de la population moldave va se dégrader de façon très importante. Et donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, vous avez eu un référendum sur la perspective d'adhésion, pour inscrire dans la constitution moldave la perspective d'adhésion à l'Union européenne dans la constitution. Eh bien, pareil, rebelote. Il a été gagné à 50,3%, donc encore mieux que Maastricht chez nous. Donc, pour le oui à l'Europe. Et figurez-vous que à 21h, c'était le non qui gagnait à 63%. Quand tous les bureaux de vote, en fait, de l'intérieur de la Moldavie ont été dépouillés à 22h30, c'était 63%. Vote des Moldaves de l'étranger, boum, 50,3. C'est-à-dire que vous avez 13% des voix, en fait, 13% du résultat qui a été complètement volatilisé par des gens, en fait, qui vivent pas dans le pays.
Donc ça, il n'y avait pas eu en plus un scandale de comme quoi, puisqu'il y a une forte communauté moldave à Moscou notamment, oui. Et dans les grandes villes russes, il n'y avait pas eu un scandale comme quoi il y avait eu une limitation des Moldaves qui votent à Saint-Pétersbourg ou à Moscou, qui pouvaient des Moldaves étrangers, ou disons il y a genre 90%, alors, 90% des Moldaves qui n'avaient pas pu justement se rendre dans ces bureaux. Alors justement, et alors depuis 20 ans, vous avez un scandale dans les scandales, c'est que en fait dans l'Union européenne, vous avez de mémoire, on a 23 bureaux de vote, voilà. Et dans la Russie, qui a autant, en fait, qui a une diaspora moldave quasi aussi importante, vous avez 2 bureaux de vote. Un à Moscou, un à Saint-Pétersbourg. Ouais, c'est ça. Et du coup, ça limite forcément les votes de ces régions. Et ce qui fait que tous les Moldaves, en fait, les Moldaves de Moscou, par exemple, ils font la queue toute la journée pour se faire dire, ah, fermeture du bureau de vote à 20h, bonsoir. Voilà. Donc, ouais, effectivement. Et puis, en plus, vous avez, les partis frères du parti de Madame Sandu, donc du Parti populaire européen de Monsieur Bellamy, qui affrètent des cars, par exemple. En Italie, on a vu ça, hein, Forza Italia le fait. En Espagne, le Partido Popular espagnol, en fait, affrète des cars pour permettre aux Moldaves d'aller voter dans les consulats. Donc, en fait, ils recensent les Moldaves et puis, hop, on affrète des cars pour aller les faire voter. Voilà. Chose qui est interdite en Moldavie elle-même. On n'a pas le droit de transporter des gens pour aller les faire voter. On rappelle, très important, on rappelle que la corruption au niveau des élections, c'est en Russie, hein. C'est pas dans l'Union européenne. L'Union européenne, voilà. C'est démocratique. C'est très important de le dire. Et l'ingérence dans les élections, ça n'existe pas non plus. Tu vois, alors, il y a que les Russes qui le font. L'exemple roumain est extraordinaire là-dessus, d'ailleurs. Non, mais et même l'exemple moldave, hein, c'est-à-dire que vous avez 100% des électeurs dans les bureaux de la diaspora, dans l'Union européenne, 100%. Vous avez même pas un bulletin de vote pro-russe. Vous avez 100% des électeurs qui votent pour Maya Sandu. Voilà. 100%. C'est même pas, voilà. Donc. Les chefs d'État africains sont jaloux. Voilà. Et alors, donc, pour terminer, donc, vous avez eu, donc, le pendant, ça a été en Roumanie, qui est la maison mère de la Moldavie, hein, parce que, en fait, les partis pro-européens moldaves, en fait, sont tenus par des gens qui ont le double passeport roumain et moldave, parce que, en fait, la Moldavie est une ancienne région de la Roumanie historique, hein, qui est passée à l'Empire russe ensuite, après un passage par l'Empire ottoman, c'est un peu compliqué. Mais, donc, vous avez, donc, et effectivement, on a une forte minorité russe en Moldavie, hein, 27% de la population à peu près. Mais donc, l'essentiel des Moldaves sont des roumanophones, et, pour la plupart, pour un certain nombre d'entre eux, ils ont un double passeport roumain et moldave. Dont tous les juges de la Cour constitutionnelle moldave, qui ont été formés par la Cour constitutionnelle roumaine. Quasiment tous. Et vous savez, les pratiques, en fait, qu'on a vu se tester en Moldavie pendant les années 2010 à 2019, quand on avait un président pro-russe en Moldavie, parce qu'il faut savoir qu'on a eu un président pro-russe, j'ai dit ça avec des gros guillemets, qui s'appelait Monsieur Dodon, donc le chef du Parti socialiste moldave. Eh bien, quand il était président, la Cour constitutionnelle moldave a fait des choses incroyables. Par exemple, dans les pouvoirs présidentiels constitutionnels, vous avez le fait que c'est le président qui nomme les généraux, par exemple. Eh bien, quand le président disait non, je ne nommerai pas ce général, il est incompétent, le gouvernement pro-européen, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait à la Cour constitutionnelle, et la Cour constitutionnelle disait au président, ah non, mais ça c'est un pouvoir lié, vous êtes obligé d'adopter la proposition de votre gouvernement. Le président refusait, et la Cour constitutionnelle moldave, en fait, suspendait les pouvoirs présidentiels pendant 2 heures, le temps que le décret de nomination soit pris par le gouvernement, et ensuite on le rétablissait dans ses fonctions 2 heures après. Eh bien, la Cour constitutionnelle roumaine, donc qui est la maison mère de la Moldave, eux, ils ont fait un truc encore plus fort, c'est que ils ont approuvé des élections. Alors, vous avez donc, alors, je vais
revenir, il y a BFM-VC et LCI vous racontent un certain nombre de cracks, et notamment le fait que en Roumanie, donc cette année, vous avez eu pour la première fois un candidat d'extrême droite au deuxième tour d'une élection présidentielle. Premièrement, c'est factuellement faux. En 2000, Corneliu Vadim Tudor, chef du parti de la Grande Roumanie, qui notamment voulait prendre des lois antisémites, ça fait pas de lui quelqu'un de très démocrate, eh bien Corneliu Vadim Tudor, qui était donc candidat d'extrême droite, était arrivé au deuxième tour de la présidentielle face à Ion Iliescu, le chef du Parti social-démocrate. Et d'ailleurs, il avait perdu au deuxième tour de façon assez importante. Hein. De mémoire, c'était 71-29. Donc, premièrement, c'est pas une première. Ce qui se passait jusqu'à maintenant, c'est que, en fait, au sein du système politique roumain, l'extrême droite était, comment dire, digérée par les deux grands partis roumains, hein, que sont le Parti national-libéral d'un côté et le Parti social-démocrate de l'autre. Hein, le Parti social-démocrate, c'est le rebrandage du Parti communiste de Monsieur Ceausescu. Et Ceausescu était un dirigeant national-communiste. Donc, il y avait plein en fait, d'hommes de l'extrême droite roumaine au sein du Parti communiste sous Ceausescu. Eh bien, le Parti social-démocrate donc, de Monsieur Iliescu a fait la même chose. Après 2000, en fait, les hommes d'extrême droite prometteurs, on leur donnait des prébendes au sein du Parti social-démocrate, et ce qui fait que vous avez des personnalités au passé assez intéressant au sein de ce parti. Et vous avez la même chose au Parti national-libéral. Hein. Des gens qui ont écrit des hagiographies sur la garde de fer, par exemple, qui était le grand groupe d'extrême droite des années 30 en Roumanie, bah, vous en avez plein les placards de ces deux grands partis roumains. Et là, donc, on a vu un homme politique, donc, enfin, un technocrate de 50 ans, Monsieur Georgescu, qui est sorti un peu comme candidat indépendant et qui a fait une percée aux élections sur deux thèmes. Premièrement, paix en Ukraine, et deuxièmement, fin, comment dire, de la mainmise de l'Union européenne sur le pays. Donc, et Romania first, quoi, quelque part. Voilà, et c'était Romania first. Sachant que effectivement, il avait autour de lui pas grand monde, mais en fait, la vie politique roumaine, elle est très nationaliste. Donc, forcément, ça a parlé beaucoup aux Roumains. Et il a fait volontairement une campagne quasi exclusivement sur TikTok, Facebook et Instagram. Et ça a marché. Il est arrivé au deuxième tour, notamment en siphonnant l'électorat nationaliste du Parti social-démocrate et d'un autre parti qui s'appelle AUR, hein, l'Alliance pour l'unité de la Roumanie. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le problème, il y a eu deux problèmes dans cette élection. La première, donc, c'est que lui arrive au deuxième tour avec non seulement il est d'extrême droite, mais en plus il est anti-européen. Il est anti-européen et il a une position où il faudrait peut-être qu'on sorte de l'OTAN aussi. Donc ça, c'est la première chose. Et une deuxième chose, c'est qu'il a expulsé les sociodémocrates du deuxième tour. Parce que d'habitude, en fait, les sociodémocrates, en fait, c'est le parti du pouvoir en Roumanie. Et donc ça avait fâché tout ce qui est l'État profond roumain, parce que il se retrouvait en face d'une candidate aussi d'un parti libéral, mais qui est de second ordre dans la vie politique roumaine. Et donc la Cour constitutionnelle, elle a été saisie donc de fraude une première fois à la fin du mois de novembre. Et à la fin du mois de novembre, elle dit ouais, il y a eu des irrégularités, notamment de Madame Lasconi, donc la centriste, qui a fait campagne en fait après donc
après le samedi à minuit. Donc, ouais, ça c'est pas normal, mais ça n'a pas modifié en fait le sens du vote. Donc ils ont validé le premier tour. Et puis, padadam, 3 semaines plus tard, à une semaine du deuxième tour, la Cour constitutionnelle roumaine revient, s'auto-saisit et dit on annule toute l'élection. Que s'est-il passé entre les deux? On a eu un rapport du SRI, donc le service roumain d'information, qui est en fait, alors c'est marrant parce que vous allez voir, qui est le fiston, en fait le fils de la Securitate roumaine. En fait c'est la Securitate de Ceausescu, donc la police politique du régime communiste, qui a changé de nom, qui a été rebrandé en 91 et qu'on a appelé le SRI. Et le SRI est commandé de façon ininterrompue depuis les années 90 par des anciens officiers de la Securitate, tous dans l'establishment social-démocrate, en fait. Voilà. Simplement, ils ont changé de maître, c'est-à-dire qu'ils sont passés de Moscou à Washington, mais ce sont toujours les mêmes mecs avec les mêmes méthodes. Et donc, en fait, vous avez un rapport de la Securitate qui vous dit, attention, les Russes ont manipulé cette élection. Ils ont versé de l'argent à à un homme politique, à un homme d'affaires, proche de Georgescu, mais qui a pas milité pour lui, mais qui est quand même proche. TikTok a manipulé TikTok, deuxième ingérence, le gouvernement chinois a fait pression sur TikTok pour qu'ils modifient leurs algorithmes pour que Georgescu, en fait, tombe dans les top listes. Et tout à l'avenant comme ça. Et puis en plus, il y a eu 20 000 comptes activés. Quand on a un doute, c'est la faute des Russes et des Chinois. Voilà. Donc, c'est la faute des Russes et des Chinois. Et donc, hop, on annule l'élection. Voilà. Juste, rapport des services de renseignement suffit à annuler une élection présidentielle. Résultat, et donc, en fait, l'Union européenne n'est pas allée jusqu'à se féliciter quand même parce que ça aurait été trop gros, quoi. En fait, c'est Bruxelles et Washington qui ont décidé d'annuler en fait cette élection, mais ça a été on a eu un hold-up démocratique qui rappelle vraiment les pires heures de la dictature communiste en Roumanie, quoi. C'est-à-dire que voilà, ça aurait été en 46, quoi. Voilà, c'est le même truc, quoi. Rapport de la Securitate, un tel est un agent américain, donc on annule le résultat. Exactement. Mais et d'ailleurs, ça vient de tomber aujourd'hui. Donc le candidat justement Calin Georgescu, je lis la dépêche qui vient de tomber, a fait appel devant la Cour européenne des droits de l'homme contre la décision dont tu venais de parler, Romain, de la Cour constitutionnelle du pays, d'annuler les résultats du premier tour des élections présidentielles. Selon le document cité par le portail média, Georgescu demande à la CEDH, donc la Cour européenne des droits de l'homme, de contraindre l'État roumain à organiser le deuxième tour des élections présidentielles que lui et Elena Lasconi ont reporté. Ouais, mais ça c'est... Demander à la Cour européenne des droits de l'homme de se prononcer sur cette question, c'est... J'informe la dépêche qui vient de tomber. Ouais. Non mais oui. Bah, il a de l'espoir. C'est bien, il en faut. Ouais, il en faut. Mais voilà pour cette histoire qui est vraiment là, on est face à on a eu donc cette année quand même, on a eu une tentative d'assassinat contre Viktor Orban lors de sa visite officielle en Allemagne, où une voiture en fait a tué un policier allemand chargé de sa sécurité dans une rue proche de son cortège. On a eu la tentative d'assassinat presque réussie contre Robert Fico, Premier ministre slovaque, social-démocrate d'ailleurs, mais dont le parti a été exclu du Parti socialiste européen pour nationalisme. Donc Robert Fico, critique de l'Union européenne, s'est fait tirer dessus. On a eu les menaces contre le Premier ministre géorgien, dont j'ai parlé auparavant. La triple tentative contre Trump. La triple tentative contre Trump. Là, actuellement, on prend plus de gants, on annule les élections. On annule direct. Quand il y a un risque qu'un candidat anti-européen
soit élu. Non, là on est là on voit un très net raidissement du système européen, voilà, qui est manifeste. Oui. Eh ben, merci beaucoup, Romain, pour ce bilan. On va poser la dernière question, évidemment. Je rappelle pour les gens qui seraient intéressés, la série des Poutine par lui-même, hein, donc la conquête du pouvoir, le temps des réformes, le livre justement sur la Russie et l'Ukraine avec les discours sur les deux peuples frères. Dernière petite question, mais très rapide. Sur quoi tu es en train de travailler en ce moment et qu'est-ce qui pourrait éventuellement sortir en 2025 si quelque chose est prévu de sortir en 2025, hein, personne t'oblige bien. Je travaille sur... alors là, il est presque terminé, il va être envoyé bientôt à la correction, j'espère. Un recueil des discours d'Alexandre Loukachenko, le président biélorusse. Une personnalité trop méconnue, je pense, en Europe occidentale. Et puis, une traduction des articles faits donc à la revue d'histoire militaire russe par le chef d'état-major des armées Gerasimov, donc qui est le chef d'état-major des armées russes, justement pour comprendre sa pensée stratégique. Voilà. Et puis, bon, le tome 4 du Poutine sortira en fin d'année. Très bien, c'est un magnifique programme et bien entendu, pour les gens qui sont intéressés, n'hésitez pas à suivre Romain et donc à se procurer les livres qui ont été vraiment des gros cartons de vente avec le travail évidemment toujours ciselé et précis et abondant de Romain. Cher Romain Bessonnet, merci beaucoup d'être passé pour cette émission de début d'année, fin d'année 2024, début d'année 2025. Et puis bien tu reviens et bien entendu quand tu veux sur la chaîne, c'est la maison, hein, comme tu sais. Ok. Merci beaucoup, chers spectateurs. Ah oui, merci, au revoir. Merci beaucoup, chers spectateurs sur YouTube. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine émission d'actualité ou une prochaine émission en direct. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.